Bon, bonsoir tout le monde. Je pense qu'on va commencer la discussion, plutôt la conférence, en attendant qu'il y en ait encore peut-être quelques-uns ou quelques-unes qui arrivent. Voilà, je vais me faire un plaisir de vous laisser vous présenter, mais peut-être parce que je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui avaient vu cette conférence il y a 2 ans ou 3 ans, on a un peu du mal à se souvenir, à l'occasion de laquelle Myriam nous avait offert 3 ans, c'est ça ? À l'occasion de laquelle, voilà, Myriam nous avait offert toute une série de pièces en céramique bleue qui ont été l'objet d'abord d'un entreposage sévère pendant 18 mois, 2 ans presque, le temps de réfléchir, trouver comment on allait pouvoir faire cette chose. Et puis la semaine buissonnière qui nous a permis de faire une première expérimentation constructive avec une cinquantaine d'étudiants et étudiantes. Et puis surtout les 4-5 derniers mois, la construction par Natacha, Philippe et Lucille au musée de la Mine. Donc l'inauguration de ce petit bâtiment pavillon aura lieu demain. Je ne sais pas si vous avez mis quelques images à la fin, j'imagine, ou d'une manière ou d'une autre. Bon voilà, c'est une expérimentation constructive qui est menée avec une agence d'architecture, un ingénieur ici présent, quelques étudiants, quelques étudiantes, quelques anciens et anciennes étudiantes de l'école qui ont mis la main à la pâte de façon assez forte et franche. Donc voilà, c'est une petite expérimentation générale qui qui nous a permis de vous inviter ce soir. Donc je vous laisse le micro. Je ne sais pas dans quel ordre. Vous en avez déjà 2 des micros. Moi, je garde celui pour la fin. Merci Cédric. Excusez-nous, on va rester assis parce qu'on est un peu fatigué. On est très très heureuse de partager ce moment avec vous, qui est un moment qu'on a attendu longtemps. Comme le disait Cédric, c'est une affaire qui a aujourd'hui en réalité plus de 3 ans. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Myriam Chabani, je suis architecte. Je suis cofondatrice de l'agence New South avec John Edom. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un travail qu'on a mené de front avec Radi Benadid, qui est ingénieur structure, mais pas que. De plus en plus, il accumule les talents, bientôt architecte. Et en fait, le moment qu'on va partager aujourd'hui, c'est déjà un petit moment de recul sur qu'est-ce qui a été accompli, mais pourquoi est-ce qu'on le fait, et dans le cadre de quelle démarche, quelle recherche, et aussi quelles sont les questions que ça pose plus généralement pour la suite. Donc en fait, cette histoire, elle a démarré pas à Saint-Étienne, mais à Paris-Malaquais. Donc en 2020, on enseignait avec Cédric, avant que vous ayez la chance de le récupérer ici en tant que directeur. Et ça, c'est un échange qui s'est déclenché en fait sur une signature de mail. Je ne sais pas si tu te souviens, Cédric, mais Cédric était donc directeur du CIVA, Centre d'art et d'architecture à Bruxelles. Et à l'époque, il était en train de préparer une exposition qui avait quand même une ambition assez grande, d'établir une espèce d'instantané du canon de l'architecture à ce moment-là. Si tu me dis si je décris de manière juste cette vision, mais voilà, il y avait cette volonté d'essayer d'être à la fois... alors évidemment, on ne peut pas tout raconter, mais on peut choisir quelle est l'histoire qu'on raconte et surtout de quelle manière est-ce qu'on rend justice à la diversité des récits qui composent la dimension de notre profession théorique et pratique. Et donc, en fait, on a commencé une conversation autour de New South, qu'est-ce que ça veut dire, donc Nouveau Sud en français, et qu'est-ce que ça cache en fait comme nom, qu'est-ce que ça cache comme projet, et qu'est-ce que ça pourrait amener en fait à cette conversation générale à Bruxelles sur l'état de l'architecture aujourd'hui. Donc, New South, c'est une agence d'architecture qui a démarré d'abord comme une plateforme de recherche dont l'ambition, en fait, était d'essayer de retourner un peu les rapports nord-sud et de replacer, de repositionner les savoirs des Suds comme centraux dans la production de l'architecture contemporaine, mais aussi d'un peu de faire basculer les dynamiques de pouvoir qui sont à l'œuvre dans les discours et dans la fabrication, en fait, à la fois de l'expression physique de notre discipline, mais aussi des discours qui leur donnent naissance. Et c'est assez important de comprendre que les dynamiques politiques qui travaillent notre société, elles travaillent aussi notre discipline. Donc les dynamiques de pouvoir, que ce soit les dimensions, on va dire, coloniales, raciales, ethniques, et toutes les dimensions aussi qui ont trait au corps, à la question de la vulnérabilité, des vulnérabilités. Ce sont des choses qu'on rencontre au quotidien dans nos vies,
mais ce sont aussi des choses qui fabriquent, qui façonnent notre dimension, notre discipline. Il serait bien naïf de penser qu'on peut s'en extirper. Donc avec cette conviction-là, on a commencé une conversation avec Cédric sur qu'est-ce que ça pouvait être en fait de venir faire une espèce de témoignage des Suds au sein de cette exposition collective. Et ça a été donc le début d'une aventure qui a duré quasiment 5 ans, puisque c'était début de la conversation 2020, et puis au final, livraison de ce pavillon aujourd'hui, fin 2025. Et donc le titre de cette conférence, peut-être qu'il vous a posé question, parce que le premier mot, c'est un mot qui n'est pas forcément hyper connu, qui est aussi un mot qu'on a découvert à travers notre recherche sur la question du sacré. C'est une notion qui a été définie par Mircea Eliade à la fin des années 50 pour décrire la manifestation du sacré dans l'espace. Il faut se dire qu'en fait, la question du sacré, aujourd'hui, il y a plus ou moins 2 écoles pour essayer de définir ce que c'est que le sacré. Il y a l'école un peu eliadienne qui dit qu'en fait, le sacré est intrinsèque, c'est-à-dire qu'il y a un lieu, il y a quelque chose qui se passe qui est cosmique dans un lieu, et qu'au final, les humains vont chercher à donner une expression physique, une architecture, des rituels pour faire jaillir quelque chose qui en réalité est déjà là. Et puis, il y a la pensée de Durkheim qui est l'opposé et qui dit qu'en fait, le sacré est fabriqué et qu'il est fabriqué par les rituels, par les usages des femmes et des hommes qui génèrent, en fait, qui construisent le sacré. Et comme d'habitude, peut-être que la réalité se trouve ni dans l'un ni dans l'autre, mais un peu dans des entre-deux. Et en fait, cette question de la hiérophanie, de la manifestation du sacré dans l'espace, c'est quelque chose qu'on retrouve de différentes manières dans différentes sociétés, à travers le temps. Donc, est-ce que vous reconnaissez l'image qui est sur la gauche? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Toi qui acquiesce, qu'est-ce que ça te rappelle? Oui, l'image à droite, absolument, c'est le pèlerinage de la Mecque. Et l'image à gauche, est-ce que ça vous parle? Alors, c'est une artiste aborigène qui s'appelle Dorothy Napangardi, qui, en fait, l'ensemble de son travail s'inscrit dans la tradition des songlines. Donc, les songlines, c'est des chants traditionnels aborigènes qui sont en fait des cartographies de la géographie australienne. Et donc, en fait, c'est des façons de décrire l'espace et de raconter l'espace qui sont très abstraites. Et en fait, ça produit des représentations qui sont souvent, en fait, comme ça, avec des pointillés. Alors, elle travaille en noir et blanc également, mais on a aussi des œuvres en couleur. Mais souvent, en fait, ce sont des reproductions de principes spatiaux qui, en fait, nous donnent à voir presque des cosmogonies très différentes. Donc, celle-ci, on retrouve en fait cette idée d'un centre, la recherche d'un centre. Dans les 2 cas, en fait, il y a un mouvement et il y a la recherche en fait du centre du monde. Mais on a aussi des formes de représentation de la part de cet artiste qui vont être linéaires, mais qui racontent en fait d'autres types de paysages. Je vous encourage en tout cas à aller regarder son travail. C'est aussi quelque chose qui peut nourrir la façon dont on envisage comment décrire, comment capturer en fait le réel d'une autre manière que à travers des formes de cartographie qui peuvent être au final assez réductrices. Mais voilà, en fait, il y a une forme en tout cas d'évidence qui jaillit dans ces 2 exemples-là, qui est un besoin en fait d'essayer de capturer par le rituel, par le mouvement, mais aussi par l'espace, des formes, on va dire, de réalité invisible, ou tenter en tout cas de décrire un invisible qu'on va chercher à sculpter et auquel on va chercher à donner forme. Ce qui m'amène en fait à la façon dont historiquement l'architecture sacrée
a toujours été un lieu d'innovation, a été un lieu de recherche. Là encore, quand on cherche à capturer le sacré, c'est aussi une opportunité d'expérimentation et voilà, on va chercher à pousser les possibilités de la discipline au maximum. Je ne vais pas parler tout de suite de l'architecture des cathédrales, mais je vais tout de suite zoomer sur un exemple très spécifique, qui est la question des lieux de culte musulmans et des architectures qui sont issues de la tradition islamique, qui part d'une contrainte majeure, qui est l'interdiction de la représentation figurative. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de représentation physique du sacré, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de sculpture, on ne va pas avoir de peintures qui vont représenter des scènes liées à la religion, mais comment est-ce qu'on crée de l'ornement et comment est-ce qu'on crée, on va dire, une spécificité religieuse avec ce cadre de contraintes et ce cadre de référence. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'on a un processus d'abstraction qui va se mettre en place. Et donc là, l'image que vous voyez est une représentation en coupe et en plan d'un Moukarnas qui vient de l'Alhambra. Donc c'est la salle des deux sœurs à l'Alhambra. Et ce qui est intéressant avec le Moukarnas, c'est qu'en fait, c'est une expression ornementale de ce principe de représentation du divin, où on cherche à trouver un motif sans fin. Donc la question de l'infini, en fait, elle se retrouve dans la répétition du motif, dans le principe que c'est une fractale, mais aussi, en fait, dans ce dialogue entre c'est un cercle qui devient un carré, et c'est un carré aussi qui devient un cercle. Oui, en effet, la contrainte principale, en règle générale, c'est de passer d'une surface carrée, d'un plan carré, à une demi-sphère. Alors, du coup, ça engage beaucoup de réflexions et de contraintes géométriques pour aller emmener le regard avec une géométrie, des éléments simples, et qui emmène le regard vers le haut. Évidemment, on invite la personne qui vient dans un lieu sacré à élever le regard et à se rapprocher de Dieu de cette façon-là. Alors oui, dans les architectures sacrées, que ce soit de mosquées ou d'églises, c'est toujours en effet l'occasion de montrer les talents des artistes artisans. Et l'histoire du Moukarnas est assez particulière parce que, comme d'autres histoires, c'est l'histoire de transformer la contrainte en occasion de la dépasser et d'en faire un élément ornemental. Donc l'histoire du Moukarnas, c'est pour ce qu'on peut voir dans l'image en bas à droite, c'est que pour monter d'un plan carré à un demi-dôme, il nous faut passer par de l'encorbellement. L'encorbellement, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est le fait de mettre des pièces les unes sur les autres et de monter petit à petit pour rejoindre un point culminant, c'est ce qu'on peut voir. Donc du coup, on a ces pièces-là qui viennent en encorbellement et qui nous proposent des formes qui invitent à être sculptées. Donc l'histoire de Moukarnas vient de là, donc c'est qu'on vient sculpter ces petits encorbellements qui nous restent. Et l'histoire de cette ornementation de ce qui reste, de s'accommoder du reste, est allée beaucoup plus loin, vu que ce qu'on peut voir sur la photo à droite en haut, c'est qu'on s'est mis à faire de ces Moukarnas qui sont devenus en stuc, qui à l'origine étaient en maçonnerie, donc en briques, à en faire des éléments pas autoportants pour le coup, qui sont portés par des éléments secondaires à une voûte qui, elle, est en maçonnerie. L'ornementation a un peu dépassé sa fonction première, qui était juste d'être une espèce de reste de la structure. Et alors, du coup, le défi que se sont donnés les concepteurs des Moukarnas, c'est de créer cette fractale, de créer ces éléments de géométrie simple qui, lorsqu'ils sont agencés, assemblés, proposent une répétition pour emmener vers un point culminant. Alors du coup, il faut aller créer et chercher, beaucoup de recherches du coup géométriques, c'est ce que j'ai pu retrouver comme documentation, il y en a d'autres évidemment, c'est de retrouver ces éléments simples qui, lorsqu'on les juxtapose et lorsqu'on les assemble, font qu'on peut passer du fameux plan carré au demi-dôme.
ce qu'on peut voir, c'est que ce qui est assez génial, du coup, finalement, c'est qu'avec très peu d'éléments, on arrive à répondre à la contrainte de autant monter que de faire l'arc de cercle. Je veux rester, j'aime bien prendre 10 secondes quand on voit ces images, parce que c'est toujours saisissant en fait quand on est confronté à ces géométries qui sont devenues du coup extrêmement reconnaissables. Quelque chose qui est un motif qui se retrouve de l'Espagne au Moyen-Orient jusqu'en Perse, en Iran, et qui est devenu en fait synonyme de l'architecture islamique. Et en fait, avec Radi, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait intéressant de partir de ce qui était devenu purement un élément décoratif à un mouvement inverse, c'est-à-dire revenir aux origines de ce motif, qui était donc une forme d'innovation technique, pour essayer de développer un système structurel qui reprenne le principe du Muqarnas, pour essayer un peu de repositionner en fait quelque chose qui était immédiatement reconnaissable comme venant de cette culture et comme venant de ce savoir des Suds, et en faire quelque chose qui réouvrait la conversation sur le fait que les architectures sacrées et les savoirs des Suds pouvaient être à l'origine de nouvelles innovations techniques. Et donc en fait, on s'est lancé dans ce défi et on a conçu un dôme qui reprend en fait le principe géométrique du Muqarnas, avec un système structurel spécifique que je laisserai Radi décrire, mais surtout qui en fait est un travail aussi de collaboration avec un artisanat, une matière spécifique, vu qu'on travaille avec de la céramique. Mais avant de revenir sur la question de la matière, déjà, pourquoi un dôme et là-dessus, je repasse la parole à Radi. Alors pourquoi un dôme, et pourquoi un dôme dans un lieu sacré? Eh bien, c'est une forme qu'on retrouve un peu partout. Quant à dire pourquoi exactement, on ne saurait presque pas dire. Il y a probablement un effet d'enveloppement, il y a plein de raisons qu'on pourrait expliquer. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les dômes maçonnés, donc c'est un assemblage de blocs, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis longtemps et un peu partout. Et donc, et dans beaucoup de religions et civilisations. Autant donc dans la chrétienté que dans l'islam. Donc là, vous voyez Sainte Sophie, qui, pour le coup, on passe de un dôme, si tu peux juste revenir à la slide d'avant, on passe de un dôme à plusieurs dômes, parce que, évidemment, quand on sait faire tenir un dôme sur un autre demi-dôme, sur un autre petit dôme, etc., on se retrouve avec des volumes qui sont juste incroyables. Et donc l'islam est dans cette filiation-là, c'est-à-dire de faire de cette géométrie du dôme une architecture sacrée. Et quand l'islam est arrivé, a repris ces canons d'architecture et le dôme du rocher qu'on voit ici, en coupe et en plan, est un des tout premiers représentants. C'est un type d'architecture qu'on a retrouvé par ailleurs ensuite dans toute l'architecture islamique. Donc on se donne comme défi de repartir, de faire d'un élément décoratif un élément structurel. On revient dans l'autre sens. Et puis on se donne comme défi de se dire, avec les moyens modernes, donc d'architecture paramétrique, Rhino, Grasshopper, pour ceux qui connaissent, etc., de se dire, comment est-ce qu'on peut faire pour créer des éléments simples, de les faire monter comme ça avec une logique. Alors, moi, je ne me suis pas trop introduit, donc je suis ingénieur structure, je suis spécialisé en restauration et réhabilitation de monuments historiques, et je travaille beaucoup en France, et du coup, dans des églises et cathédrales. Donc, l'élément maçonné, les voûtes, les dômes, ça me passionne depuis un petit moment, et en tant qu'ingénieur structure, c'est un sujet extrêmement passionnant. Donc, je travaille sur des éléments plutôt existants. Là, l'occasion était donnée de travailler un élément neuf. Et donc, quand on veut créer une voûte et lui donner la forme idéale, je ne vous ferai pas toute l'historique du calcul de voûte, etc., mais juste retenez cosinus hyperbolique, c'est l'expression un peu barbare que vous avez en haut, c'est la forme parfaite.
la chaînette, qui a été expérimentée, ou en tout cas qui a été très vulgarisée par Gaudi. Je ne sais plus si on est passé. Ouais, voilà. Gaudi, c'est extrêmement simple, c'est-à-dire qu'on se donne une maquette, on la renverse, on met des poids pesants et on met une chaînette ou une ficelle et on se retrouve avec une géométrie, une architecture comme la Sagrada Familia, juste avec ce principe-là de chaînette. Et aussi, donc, avec un arc monumental, je ne connais plus trop la ville, je suis désolé. Mais voilà, ça propose tout un type d'architecture juste avec ce principe simple de la chaînette. Et parallèlement à la chaînette, il y a les maillons de cette chaîne. Et pour les constituer, on a là encore décidé de collaborer avec une entreprise qui soit alignée avec à la fois les enjeux techniques sur lesquels on se lançait, mais aussi qui ait un historique de travail sur à la fois des lieux sacrés, mais aussi un savoir-faire et une capacité à accompagner un challenge technique pareil. Donc, en fait, on s'est tourné vers Gorbon Ceramics, qui est une entreprise qui a un siècle, qui est présente à Istanbul et à Izmir, et qui réalise de la céramique, généralement uniquement de manière décorative, là encore, et généralement plutôt des pièces, comme vous pouvez le voir là sur l'image, des pièces plutôt plates, avec peut-être un petit peu de texture, mais jamais des pièces complexes en 3 dimensions, ou alors ce sont des vases, voilà, exactement comme ici. Et donc en fait, le challenge, c'était d'essayer de travailler avec des gens qui étaient à la fois capables d'avoir une production artisanale, de faire du travail à la main, et en même temps d'amener en fait une capacité de production qui est entre l'industriel et le fait main. Et donc on a travaillé avec Gorbon Ceramics pour développer le modèle juste de mise en œuvre en fait de ce pavillon, avec la réalisation sur mesure de 13 pièces, donc 13 modèles de pièces. Ce que vous voyez ici sur la gauche, ce sont les moules qui ont été fabriqués. Donc en fait, ces moules, faut savoir que c'est pas de l'impression 3D où en fait on modélise sur l'ordinateur et après ça sort comme ça. Il y a en fait il y a un travail de sculpture à la main de la part d'un homme spécifique à Istanbul. Il y avait un homme qui était disponible et qui avait ce savoir-faire. Donc il y a que lui en fait qui pouvait préparer ces moules-là, qui ensuite sont reproduits pour réaliser plusieurs pièces. Les moules ne sont pas éternels, donc en fait, chaque moule a la capacité de produire 10 pièces avant d'être trop abîmé pour produire d'autres pièces. Donc en fait, il y a toute une série de complexités et des expérimentations en fait, qui ont dû être réalisées, ne serait-ce que pour la production de chacune des pièces, avoir aussi des moules qui ne sont pas trop grands, c'est-à-dire que idéalement le plus simple, ça aurait été de faire de grandes sections qui facilitent en fait, le montage de l'ensemble de la voûte. Et en même temps, plus les pièces sont petites, plus disons, on a de chances d'avoir des différences entre la modélisation et la réalité, puisque chaque cuisson vient aussi avec son lot d'incertitudes. Donc en fait, les pièces se contractent, se déforment. Donc en fait, on est vraiment face à un processus qui est à la fois issu de techniques et de technologies contemporaines, mais aussi en fait d'une réalité de la matière et de la manière dont elle se comporte. C'est ça qui était passionnant, c'est que justement on passait d'une géométrie parfaite, calculée, Rhino, etc., on est au millimètre près. Donc ça c'est de l'impression 3D, mais c'est le contre-moule en effet, c'est pas le moule. Et le moule, il faut en effet un maître mouleur qui doit anticiper les déformations, qui sont du coup ici très complexes à apprécier parce que on n'est pas du tout sur justement un vase, on va avec son expérience savoir où est-ce que ça va se déformer exactement. Ici, plus on a de matière et moins ça va se contracter, plus on a des faces qui sont planes, plus ça va se dilater d'une certaine façon, etc. Enfin, et c'est ce qui est en effet passionnant, c'est de se rejoindre entre une espèce d'idéal géométrique et de réalité qui ne peut être faite que par un expert qui a un peu cette intelligence de la main et cette expertise pour arriver à quelque chose de cohérent, de concret, de réaliste, de réalisable, d'émaillable, qu'on peut sécher, qu'on peut cuire, etc.
Et du coup, alors, cette rencontre-là a été l'occasion de voir qu'il y a des choses qui ont très bien fonctionné et des choses qui ont été un peu moins anticipées de la part de tout le monde, vu qu'on est, comme l'expliquait Cédric, dans un projet expérimental. On a appris énormément au cours de ce processus. Et donc là, cette photo est prise au CIVA, où on a décidé de monter les 5 premiers rangs. Et on se rend compte qu'au vu du nombre de pièces, on est sur 450 pièces quand même, les petites déformations, même si elles sont de l'ordre du millimètre, centimètre, etc., mises bout à bout, ne répondent pas forcément à ce qu'on s'attendait de géométrie au global. Parce qu'il faut dire, encore une fois, voilà, la juxtaposition de petites déformations en font une grande. Et la stabilité de cet ouvrage-là, qui était encore une fois un défi d'ingénieur pour le coup, que ce soit un dôme en céramique autoportante, la géométrie est évidemment très importante. Mais en fait, donc ça c'était en 2021, c'était le premier prototype donc, qui nous a permis de tester en fait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais aussi quels étaient les impensés de ce projet. Et c'est là qu'une nouvelle conversation démarre avec Cédric, qui, à ce moment, en fait, quitte le CIVA pour devenir votre directeur. Mais qui ne part pas les mains vides, qui part avec dans sa valise beaucoup d'idées, mais aussi cette volonté de poursuivre ce projet et notamment, en fait, aussi de le repenser. Et donc, il y a quelque chose qui nous a frappé au final, c'est que et vous le voyez sur cette photo, en fait, on a un Moukarnas et en fait, on a un dos qui est comme cette espèce de négatif qui était l'impensé en fait de ce projet. C'est que je pense que nous, on était vraiment focalisés sur qu'est-ce qui se passe avec cette structure et au final, l'arrière devient un négatif, mais qui devient la conséquence en fait du système technique dont on avait besoin pour faire tenir le Moukarnas. Mais en fait, il y avait cette conversation avec Cédric qui était sur mais qu'en est-il en fait au-delà des humains qui vont habiter ce pavillon, qu'en est-il des formes non humaines? Et cette photo, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est palaces pour oiseaux. Donc en fait, ce sont des structures qu'on retrouve dans beaucoup de mosquées ottomanes. Donc c'est très présent en Turquie. Et en fait, ce sont des abris à oiseaux qui sont sculptés à même la pierre, à même la façade. On les trouve en partie haute un peu des mosquées et qui existent en fait, alors initialement probablement pour protéger l'intérieur des mosquées des déjections des oiseaux. Mais en fait, dans les faits, ça crée des habitats en fait pour ces oiseaux. Et puis, si vous avez déjà été à Istanbul, vous avez vu la façon dont les habitants vivent avec d'autres formes du vivant, que ce soit les chats, notamment. Allez sur YouTube, il y a un super documentaire sur les chats d'Istanbul. Mais en fait, disons qu'on a même les rues aussi, des fois, dans le trottoir, des trottoirs qui sont creusés pour pouvoir mettre de l'eau et des croquettes pour les animaux. Et donc, en fait, il y a une forme comme ça d'acceptation de cette cohabitation, mais aussi des avantages que ça peut présenter pour créer, en fait, soudain quelque chose de symbiotique. Et c'est comme ça que le pavillon Moukarnas, en tant que nid à deux têtes, est né et, en fait, est vraiment venu de cette collaboration avec l'école de Saint-Étienne et avec la vision que Cédric portait, notamment plus largement sur le travail qu'on allait mener avec vous. Ça, c'est un photomontage qui était justement comment on en fait un nid à deux têtes? C'est simple, vous avez le parc Explora qui est à côté. Et donc attention, ceci n'est pas une photo, mais on n'a pas mis de photo encore du pavillon final parce qu'on veut vous inviter tous à venir demain à midi pour découvrir, mais vous allez avoir quelques petits aperçus. Et
Par contre, transformer un système structurel qui était pensé comme une structure pensée uniquement en compression et autoportante en un système qui allait pouvoir porter de la terre, qui soit aussi conforme à la réglementation. C'est-à-dire que si on a des animaux, si on a de la pluie, du gel, etc., on veut faire en sorte aussi que ça ne soit pas quelque chose qui s'écroule et qui tue quelqu'un. Ça, vraiment, on aimerait bien éviter. Donc voilà, ça a été aussi une nouvelle étape pour repenser tout le système de structure, mais aussi de faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit faisable de manière collaborative avec vous pendant la semaine buissonnière, et aussi par la suite par Philippe, pendant la semaine buissonnière, mais aussi par la suite, Philippe Borges, Natacha Pirou et Lucille, dont j'ai oublié le nom de famille, mais si vous avez son nom de famille. C'est quoi le nom de famille de Lucille ? Voilà. Merci. Du coup, on passe entre, comme Miriam disait, une installation temporaire à Bruxelles, où on n'avait pas toutes les informations nécessaires, en fin de compte, pour pouvoir la monter en entière. C'est quasiment un miracle qu'on a pu faire 5-6 rangées, je pense. Et du coup, on passe à Saint-Étienne et une installation permanente où on doit repenser le système de mise en œuvre afin d'impliquer les étudiants et les étudiantes dans un chantier participatif. Mais c'est aussi une question pour nous à ce stade parce qu'on ne sait pas comment monter ces dômes. On n'a pas réussi la première fois et on a trouvé un certain nombre de problèmes avec les pièces en termes de déformation, des tolérances qui ne fonctionnent pas pour une chaînette qui fonctionne en compression pure. Et du coup, on a repensé le système. Du coup, là, ce qu'on voit, c'est une série de coffrages qui a été dessinés spécifiquement pour remplir avec 2 pièces céramiques à chaque fois. Du coup, on rassemble 2 pièces en un bloc qui est rempli avec un béton léger. Et c'est le béton léger qui est ensuite mis en compression. Du coup, juste avant de passer sur la construction de ça, c'est bon. On a dû aussi considérer en vrai comment ça se met en œuvre. Il faut des petits éléments qui peuvent être portés à la main par des personnes qui sont non experts. Il faut un système de cintre. Là, on voit les premiers dessins qui étaient faits pour imaginer comment faire ça en bois à une taille qui n'est pas négligeable à l'intérieur du dôme. On s'est inspiré des rampes de skate en termes de moyens de construction. Et là, on voit le résultat qui a été construit pendant la semaine buissonnière à l'étage, sous la toiture. Du coup, cette structure en bois a été calculée pour reprendre les points horizontaux de chaque pièce de céramique afin que ce soit tenu parfaitement en place. En gros, on voit là un peu le défi. On commence en bas, on commence à poser des pièces. On arrive en haut, après avoir posé 240, je crois, modules. Est-ce qu'on a un dôme entier ? Difficile à dire quand on commence, mais l'idée, c'était de pouvoir anticiper ça avec cette cintre. Et là, on voit la construction finale encore sur le parc Explorer. Là, la première rangée de modules. Et le principe, c'est de poser des modules en béton afin que les céramiques ne se touchent pas, mais de façon Lego, du coup, en quinconce à chaque fois. Et on procède de cette façon. Là, on voit Philippe et Lucille en train de maçonner les pièces qui s'imbriquent et qui se superposent. Et ils ont fait un travail titanesque pendant plusieurs mois sur ces chantiers pour arriver à le résultat qu'on a aujourd'hui, qu'on va découvrir
ensemble demain. Et peut-être juste pour résumer la transition aussi d'un point de vue structurel, et tu me corriges, Radi, mais en fait, du coup, on est passé d'une voûte qui était pensée comme une voûte avec des pièces de céramique qui fonctionnaient en compression à un système de voûte où les pièces de céramique deviennent un coffrage perdu. Et donc, du coup, ces deux modes de construction qui existent en fait dans les formes d'architecture sacrée pour la construction de voûtes. Mais au final, c'est vrai que ça nous a emmenés sur deux champs très différents. C'est un même projet qui, au final, a eu deux visages. Et ça, c'est une citation qui nous a bien servi tout au cours de la construction de ce pavillon. D'abord à Bruxelles, puis à Saint-Étienne, qui est un extrait de la prière du bâtisseur de cathédrale, et qu'on partage cette fois, qu'on partage cette religion ou non, je pense parle à tout architecte, et on voulait la partager avec vous. Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans tomber dans le scrupule qui ronge. Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, à imaginer l'œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement. Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Aide-moi au départ de l'ouvrage, là où je suis le plus faible. Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l'attention. Et là, juste avant cette conférence, on était sur place. Et à chaque moment, en fait, on se retrouve face à l'acte de construire. C'est vrai que c'est des mots qui prennent un peu tout leur sens. Et donc ça, c'est des photos du chantier quasiment fini. Donc aujourd'hui, la voûte est montée. Donc le miracle a eu lieu. Et on ne s'y attendait pas forcément, mais elle a déjà des habitants, pas juste dans le dos, mais aussi devant. Et on vous invite à venir donc demain midi pour aussi l'habiter, vous aussi. Mais on n'avait pas envie de finir cette conférence sur le pavillon lui-même et sur l'objet, sur la question constructive et esthétique, mais aussi peut-être d'élargir la question et la conversation autour du sacré en écoutant aussi un peu ce que raconte Durkheim sur la façon dont le sacré se fabrique, se génère aussi à travers les rituels et à travers la manière dont peut-être nous aussi, en tant qu'humains, on prend soin du monde. Et ces images sont issues de la cérémonie de crépissage de la mosquée de Djenné. Donc c'est un exemple que j'aime bien partager, puisqu'on est à la fois sur une architecture littéralement d'un lieu de culte, mais c'est un lieu de culte qui, au final, maintient son statut à travers en fait, l'acte de soin qui est reproduit chaque année, qui implique en fait la totalité des membres de la société. Donc là, on voit des hommes. Il y a aussi, ce sont les femmes qui préparent la mixture, les enfants qui aident à la préparer en jouant dans l'eau et en marchant dedans, en sautant dans la préparation. Et les anciens, ils sont assis et puis ils donnent des leçons à tout le monde. Mais en fait, tout le monde prend part à cet acte. Et il y a quelque chose en fait de puissant dans là encore dans le jaillissement du sacré à travers un rituel de soins. Et en fait, ça interroge au final notre capacité en tant qu'architecte à utiliser des matériaux qui sont des matériaux qui se dégradent, des matériaux qui ont besoin d'être entretenus. Donc ça, c'est aussi, je pense, des préoccupations qu'on a toutes et tous, qui sont comment allons-nous bâtir de manière plus durable. Et ça, c'est une conversation qu'on a peut-être besoin d'avoir aussi avec cette question du sacré en tête. Donc là, c'est une photo des maisons Sénoufo. Les maisons Sénoufo, c'est une communauté spécifique en Côte d'Ivoire qui a pour particularité d'avoir comme tradition d'enterrer les morts sous la maison. Et donc en fait, on est à la fois sur une architecture en terre avec des toitures en chaume, mais en fait, l'entretien de ces maisons, mais aussi la géométrie de ces maisons. Donc en fait,
vous remarquerez que le motif du cercle il revient énormément en fait dans des cosmogonies, donc dans des imaginaires du monde qui cherchent à créer, à nouer un lien avec le sacré. On le retrouve aussi par exemple en Amérique du Nord. Toutes les architectures autochtones des First Nations aux États-Unis, elles étaient circulaires. Et il y avait cette citation justement d'un penseur autochtone dont le nom va me revenir, qui disait « Il n'existe pas de puissance dans la forme carrée car le monde cherche constamment à redevenir un cercle. » Ça, c'est une conception du monde. Donc, il ne s'agit pas en fait de déclarer le cercle c'est bien, le carré c'est bien, etc. Mais il faut comprendre qu'en fait, au final, ce qu'on dessine représente et est une expression d'une vision du monde. Et donc, du coup, voilà, ça a un impact sur la géométrie d'une architecture, mais ça a aussi un impact sur notre capacité à construire avec certains matériaux et à avoir certains modes constructifs. Donc, en fait, cette maison, au final, elle est rebâtie constamment, elle est entretenue, maintenue avec une terre qui est mêlée des restes, en fait, des ancêtres. Donc, en fait, il y a un lien extrêmement fort. Cette maison a des racines. Donc, c'est une maison qu'on ne peut pas détruire. Et c'est une maison qu'on ne peut pas vendre. C'est une maison qu'on est obligé d'entretenir. Et ça vient aussi avec son lot de contraintes, mais ça veut aussi dire que ce sont des modes constructifs qui sont soutenables parce que en fait, il y a un impératif du maintien qui, là encore, se fait en famille, se fait en communauté. Et c'est quelque chose qui interroge quand aujourd'hui, donc là, on a ce très beau projet de Dorte Mandrup, du Wadensee Center au Danemark, qui est construit avec cette façade entièrement toiture et façade en chaume, mais qui est en réalité aussi quelque chose qui a besoin d'autant d'entretien, d'autant de soins que la maison que je vous ai montrée précédemment. La question est comment est-ce que nous, aujourd'hui, on peut faire jaillir ces choses-là dans des architectures du quotidien, pas simplement dans des lieux de culte ou dans des musées ou dans on va dire des bâtiments entre guillemets remarquables, mais aussi dans une architecture qu'on habite tous les jours, et à la fois la réenchanter dans le type de relation qu'on crée à la Terre, dans le type de relation qu'on crée entre ce bâtiment, les matériaux qu'il utilise et son ancrage dans un lieu. C'est un peu, en tout cas, c'est cette question-là qu'on vous invite à prendre en considération pour la suite. Et on va s'arrêter là, et on va vous encourager à maintenant rentrer dans cette conversation parce qu'on est un peu fatigué de faire un monologue. Bon bah. Merci Myriam. Vous avez vu qu'il y a eu quelques photos, on a aperçu le projet de Pivoine dont on aura l'occasion de parler dans les mois et les années qui viennent, puisque je pense que ça va être un peu un des objectifs aussi, ça va être de transformer cette chose à plusieurs centaines, voire milliers d'étudiants et d'étudiantes sur les 10 années qui viennent. Bref, ce qui m'amène à remarquer que j'ai oublié de vous présenter Julien, qui est là tout au fond. Julien Pansu de la Fondation Quartus, fonds de dotation, et qui s'intéresse en fait en tant que privé, si on veut dire, avec le ministère de la Culture, à la question de l'expérimentation construite à échelle 1. Donc voilà, n'hésite pas à intervenir si tu veux intervenir aussi, puisque c'est aussi grâce à eux qu'on a pu réaliser le pavillon Moukharnas, voilà, auquel, je vous répète, on vous invite demain entre midi et 14h à l'inaugurer. Il y aura un petit banquet libanais. On aura l'occasion de le voir en réel, quoi. Maintenant, voilà, je ne sais pas si vous avez 2-3 questions, des interrogations pour les architectes et l'ingénieur qui sont toujours sur la scène. C'est le moment de faire passer le micro si ça vous tente. Et juste avant que tu parles, en effet, un grand merci à Julien, à la Fondation Quartus qui ont cru dans ce projet, qui l'ont soutenu aussi très tôt. Et ils ne sont pas présents aussi, mais la Graham Foundation aussi qu'on remercie bien. Donc aux absents et aux absentes, merci. Et Julien. Merci. Tout d'abord, merci. C'était très intéressant et je trouve que je ne l'ai pas encore vu en vrai, mais ça donne envie d'aller voir demain midi. J'avais une question par rapport au contexte et au site choisi pour la construction un peu finale, même si elle est tentée d'évoluer. Parce qu'on a parlé de beaucoup de régions du monde, de techniques, de matériaux. Mais comment vous êtes arrivé, autre que par Cédric, à ce parc à côté du Puy Corio?
et pour que votre architecture elle s'installe ici? Alors, il y avait une certitude, c'était que ce pavillon, il fallait qu'il finisse quelque part dans le nord. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il retourne en Turquie ou qu'on... Parce qu'on a eu aussi des propositions pour l'emmener plutôt du côté du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Et en fait, on pense qu'il perdrait tout son sens en retournant, en tout cas, dans des pays où c'est une culture qui est majoritaire et c'est quelque chose qui est vu comme légitime. Et en fait, il y avait un peu cet enjeu de faire en sorte que l'architecture, le dessin, mais aussi l'ornementation, c'est des façons de fabriquer de la légitimité, c'est des façons de fabriquer, en fait, une place à des discours, des regards, des prises de position minorisées. Et donc il fallait que ça soit quelque part dans le Nord. Et donc vraiment là c'était un concours de circonstances. Vraiment c'est grâce à Cédric et à l'école de Saint-Étienne que ça a fini à Saint-Étienne. Donc disons, le raisonnement il s'est fait de cette manière-là. Mais après il y a eu toute une recherche du lieu où ça aurait du sens. À un moment ça devait être dans un terrain qui était adjacent à l'école. Et au final le parc Explora ça avait du sens déjà parce que c'est un lieu public. Donc ça devient quelque chose qui fait partie aussi de la fabrique de la ville. Et nous, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur d'être vraiment dans un lieu qui soit un lieu naturel, en fait, où on ait cette espèce de contraste. Là encore, cette idée de la hiérophanie, de jaillissement dans un lieu profane, mais surtout aussi où quelque part il y a, enfin, c'est vrai que la question du rapport à la nature, il y a énormément de choses qui ont été pensées et partagées par les écoféministes et par les mouvements écologiques qui nous rappellent en fait les racines du militantisme pour l'environnement viennent aussi de systèmes sacrés, c'est-à-dire que ce sont avant tout en fait des populations indigènes qui se sont battus pour la préservation de l'environnement naturel, parce qu'il y a aussi cette idée que en fait, que la nature et le vivant sont imbus d'une qualité spirituelle. Et de nouveau, il ne s'agit pas de souscrire à des systèmes de croyances, mais vraiment d'accepter le fait que ces systèmes de croyances ont donné lieu à des mouvements militants qui, derrière, en fait, nous ont donné aussi les mouvements écologiques qu'on a aujourd'hui. Bref, donc l'essentiel, c'était d'arriver en fait à trouver un peu ce mariage, et on a eu de la chance. Dans le parc Explora, il y avait aussi un peu ce théâtre de verdure. Il y a un projet quand même qui n'a jamais été concrétisé dans cet espace. Donc c'était aussi une façon de prendre place dans un lieu qui a été... alors je vais juste revenir sur l'image... Voilà, la fausse image. Pour pas vous mettre de spoiler. Mais voilà, en fait, ici, c'était aussi un lieu qui était censé accueillir en fait un théâtre de verdure qui n'a jamais été concrétisé. Donc, au final, en fait, on vient donner une réalité à quelque chose qui semblait en fait attendre le jaillissement d'une œuvre. Il y a une topographie aussi. Hein. Le site est un cirque, vous allez voir. Et il y a une petite pente qui fait une sorte d'estrade. Donc voilà, il n'attendait plus que le Montparnasse. Après, concrètement, si tu veux, dans le parc Explora, c'est un parc scientifique pour les enfants. Donc, en fait, il y a plein d'expériences et d'après-midi, de journées qui sont menées avec les enfants. Et eux, ils ont trouvé hyper intéressant, simplement parce que c'est une géométrie circulaire, ben, ça permet de raconter des histoires à 20, 22 enfants, quoi. C'est comme ça qu'ils l'ont aussi projeté, si tu veux. Et après, nous, on a fait un petit dossier qu'on a envoyé à la métropole. Ils ont trouvé ça super. Et voilà, quoi. Mais ça, c'est la vie administrative. En fait, c'est vrai que ce qui est assez génial aussi, c'est que ce qui s'est passé avec ce projet, c'est qu'il y a beaucoup... En fait, je pense qu'il maintenant, aujourd'hui, il a des réalités assez multiples pour des personnes très différentes qui ont aussi un rapport très différent à ce lieu. Même en allant sur place, maintenant, il y a des jeunes du quartier où c'est devenu un lieu... en fait, on peut se poser, on est protégé de la pluie, on peut mettre une chaise. Enfin, ça devient aussi quelque chose qui a un usage, et un usage qui échappe aussi à ce qu'on pouvait prévoir, quoi. Et par rapport à l'interprétation, de ce qu'on voit, on nous a dit que ça évoquait comment ça s'appelle, les terrils, qu'on n'appelle pas terrils. Crassier. Exactement. Et on a l'impression du coup que c'est une coupe de crassier.
Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. Et du coup, c'est voilà, ça évoque ça à certains. Du coup, je voulais aussi rebondir sur le. Du coup, merci aussi pour la conférence, c'était super intéressant. Est-ce que du coup, vous êtes à un moment donné questionné sur cette implantation, parce que du coup, la lecture que je pourrais en avoir, c'est de se dire que l'intériorité, c'est quelque chose du sud, et l'extériorité, la relation avec son extérieur, c'est quelque chose qui est typiquement du nord. La question du cirque, la question de ce cirque et de cette topographie qui est peut-être très spécifique à nos sociétés du Nord. Je ne sais pas si... T'as tout compris, toi. Non, mais je te remercie pour cette question parce que en fait, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent en fait aussi dans nos projets, c'est d'essayer de repositionner la question de l'intériorité comme une façon de faire de l'architecture. Et c'est aussi pour ça qu'au final, l'extérieur était un impensé de ce projet. On a vraiment un peu fonctionné à l'envers. Ce qui nous intéressait, c'est un peu quand tu coupes une grenade et tu ouvres et le trésor est à l'intérieur. Mais en effet, c'est probablement pour ça qu'au final, le dos s'est construit dans une conversation avec Saint-Étienne, avec l'école. Quand tu disais c'est quelque chose du Nord, c'est-à-dire la problématique de l'écologie, l'insertion paysagère, c'est ça ou même la question de ce que crée un cirque naturel comme ça. On peut penser aux amphithéâtres grecs qui en fait viennent aussi théâtraliser la topographie, viennent créer quelque chose dans un relief naturel. Du coup, là, on a un peu cette ambivalence entre les deux, quoi. C'est ça, complètement. Ça s'y prêtait très bien, oui. Et je ne sais pas si pour quelqu'un du Sud, un tel amphithéâtre a le même sens qu'il a pour nous. Je ne saurais pas répondre pour le coup. Mais question ouverte. Oui, je ne sais pas. Voilà. En fait, il y a... Je pense que la vraie différence, si on était vraiment dans le Sud, c'est que cette vue, on ne l'aurait pas. On ne l'aurait que si on rentre, en fait. Ce serait une coupe et non pas une élévation. Et je pense que c'est ça la différence fondamentale, mais au final, c'est pour ça qu'on est aussi un peu dans une espèce d'entre-deux. Mais moi, j'étais à Fès cet été, et c'est assez frappant comme ville, parce que Fès, ça a été... c'est simple, c'était un peu le centre du Maroc avant l'occupation française. C'était plutôt les villes à l'intérieur du pays qui étaient le cœur du commerce et qui étaient les cœurs administratifs, économiques et politiques du pays. Mais du coup, c'est une ville qui, quand on se promène dans la Médina, donc dans la vieille ville, évidemment, c'est des façades qui ont toujours l'air de rien. C'est absolument extraordinaire. À chaque fois qu'on rentre à l'intérieur d'une maison, il y a un jaillissement absolument extraordinaire. Alors, c'est pas du tout le même vocabulaire d'ailleurs que celui qu'on a ici, mais c'est quelque chose aussi de très ornemental, mais même dans des maisons qui sont des quartiers populaires. Et c'est ce contraste-là entre ce qu'on donne à voir et ce qu'on a en fait à l'intérieur qui nous passionne aussi. Peut-être qu'à la fin, on mettra un rideau devant. Merci. Ça se dévoile. Oui, moi je veux juste évoquer, parce que ça a été évoqué un tout petit peu, mais je pense que demain, pour l'inauguration, il y a Philippe, Natacha et Lucille qui pourront super bien en parler. Moi, j'y suis allé que de 2 jours à peu près pour aider. Rodrigue, toi, tu y allais un peu plus. Mais c'est le nombre de personnes qui passent devant et qui demandent et qui ont chacun leur interprétation du pavillon. Et hier, il y avait un pépé qui a fait en fait son footing tous les matins. Et à chaque fois, il dit « Ah, ça avance, ça avance ». Et en fait, je pense qu'il y a aussi toute la dimension que ça a créée vraiment spécifiquement dans ce lieu où il y a Philippe, Natacha et Lucille, ils ont vraiment que des histoires de personnes qui sont passées et qui avaient chacun leur anecdote et leur interprétation. Et en fait, ça a vraiment créé une espèce de communauté autour de ce pavillon pendant la construction. Et du coup, je pense que ça rejoint un peu la volonté de base que vous avez. C'est ça, c'est top que maintenant, ça ne nous appartienne plus, quoi. Ça appartient à ceux qui vont le pratiquer, qui vont s'en emparer. Et c'est ça qui est chouette. Tous les projets, exactement. Bonsoir, j'avais ici. Je me questionnais par rapport à la couleur. Pourquoi avoir choisi ce bleu vif, étant donné qu'on est dans un milieu assez naturel avec des couleurs très neutres? C'est une couleur qui passe pas inaperçue. Est-ce que c'est en référence à une œuvre qui vous a inspiré ou c'est juste un choix personnel?
En fait, ce bleu, il a un nom, c'est le bleu Iznik. Donc en fait, il est issu d'une tradition de la céramique turque. En fait, le bleu Iznik, c'est vraiment un bleu qui a été produit en Turquie et qu'on retrouve beaucoup en fait dans des lieux de culte. Pour nous, c'est aussi un imaginaire qui tout de suite devient reconnaissable. Et c'était assez important de faire en sorte, puisqu'en fait, on garde la géométrie qui est devenue ornementale, mais au final, on laisse de côté en fait toute une dimension aussi toutes ces pièces normalement sont peintes à la main avec énormément de motifs, etc. Si on laisse ça de côté, il faut quand même faire en sorte de garder quelque chose de très fort qui l'ancre dans cette tradition-là. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semblait absolument essentiel à maintenir, et c'est aussi ce contraste qu'on cherche à avoir. Oui, bon déjà, merci pour tout en fait. Enfin, c'est très beau, le projet, le processus, le résultat que j'ai pas complètement vu mais que j'ai pu découvrir par des photos. Et puis, enfin, je trouve que c'est très chouette pour l'école. Alors merci aussi Cédric, bien sûr, c'est très chouette pour l'école d'avoir ça juste à côté, d'avoir participé à ça et de le conserver, de l'avoir dans notre environnement. J'ai une question hyper terre à terre qui va sortir des bleus, de la nature, de la beauté du motif. La question terre à terre concerne le processus d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire, quel statut a cette œuvre, en fait, qui en est le propriétaire, qui en est celui qui doit l'entretenir, quel est le rôle de métropole, est-ce que vous avez affaire à des... Est-ce que c'est vu comme une œuvre artistique pour échapper justement à toute la réglementation extrêmement compliquée en France pour arriver à faire quelque chose, une expérimentation justement sur l'espace public? Voilà, est-ce qu'on peut avoir quelques... Ou alors juste, c'est une architecture assumée comme telle pour tout le monde? Tu veux répondre, Cédric? Non, c'est une architecture puisqu'il y a un permis qui a été déposé. On est tombé sur une occupation temporaire de 5 ans. Comment on appelle ça encore? L'auteur, le droit d'auteur, quoi. Ça porte un nom particulier. The authorship, c'est vous. L'usage, c'est le parc Explora et tout le monde, quoi, puisque c'est dans un espace public. Et l'entretien est à charge de la métropole, enfin de la mairie exactement, puisque c'est eux qui... En fait, ils nous ont cédé l'autorisation d'occuper un bout d'espace public à leur charge d'entretenir voilà, les végétations, l'herbe et tout ça, parce que c'est le parc, c'est ce qu'ils font déjà normalement. Et en fait, après, concrètement, la directrice du parc Explorer nous explique qu'elle fait pas mal de trucs le matin quand elle remonte, qu'elle voit un peu des poubelles qui traînent, c'est elle qui le fait. Mais l'entretien des végétations, etc., c'est la mairie, ça. C'était le mot. Oui. En fait, ça a été tout un questionnement aussi sur la question des dégradations possibles. Alors, c'est là que utiliser de la céramique, c'est utile. C'est que c'est quelque chose qui est difficile à taguer, et même quand ça se tague, ça se lave facilement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'adhère pas. Et en fait, il y a déjà des éléments à proximité qui sont entretenus par la ville. Il y avait justement une espèce de plaque en céramique à proximité qui avait été taguée et qui se nettoie. Donc en fait, on s'est dit, bon, bah, ça se passe au Karcher. C'est quelque chose qu'on peut poser, on peut poser la question à Philippe, Natacha et Lucille, mais eux, ils ont un peu l'hypothèse que le truc manifeste que c'est à destination de tout le monde et qu'il y a une forme de respect qui s'installe. Alors, est-ce qu'on est naïf? Est-ce qu'on est encore un peu bisounours et chocolat bleu pâle? J'en sais rien. Le fait est que c'est leur hypothèse. Et en revanche, puisqu'il y a les pièces en céramique seules, elles sont extrêmement fragiles. Enfin, il y en a plein qui ont été pétées. Elles ont quasi toutes été produites en double parce qu'elles étaient extrêmement fragiles. Et tout le travail qui a été fait à Pivoine, de les mettre 2 par 2 et de les resserrer par l'arrière, ça, par contre, ça les rend relativement incassables, en fait. On verra. Ça fait peut-être partie de l'expérimentation aussi. On verra plus tard quel est son degré, quoi. Mais demain, pose la question à Philippe. Ils avaient une grande théorie un peu farfelue, mais sur le fait que c'était un objet qui s'imposait naturellement par une espèce de paix, comme ça. Il y a la végétation aussi, au-dessus. C'est plutôt oui. des ronces, qui fait que c'est un peu moins facile de monter dessus. Et de... Oui, c'est impossible. En fait, le seul endroit où on a à un moment dû presque négocier un garde-corps par-dessus, c'est pour essayer pour empêcher les enfants de monter.
Donc il est en fait planté de ronces et de végétation qui font que les enfants, a priori, n'ont pas tout à fait envie d'y aller à quatre pattes et en short. Mais le fait est qu'il est tellement vertical qu'en réalité, c'est pas nécessaire. Non, et puis même avec les gants, les ronces, on les sent passer, donc à mon avis, personne ne va grimper dessus. C'était peut-être aussi une question sur la question du pavillon et aussi de votre démarche en tant qu'archi et ingénieur aussi. En quoi cette question du pavillon, cette question de se confronter à la réalisation d'un dessin, en quoi ça va vous nourrir, en quoi ça vous nourrit peut-être déjà dans votre pratique Qu'est-ce que vous y voyez d'enrichissant dans ce genre de projet en fait? Sur la partie que j'ai présentée, tout particulièrement la conception d'un processus de mise en œuvre qui pourrait être fait avec des non-experts. Ça, j'ai trouvé une expérience qui était très motivante, pas très facile. Ça demandait beaucoup d'anticipation de différentes choses qui pourraient mal se passer. Et malgré tout, je pense qu'il y avait plein d'autres qu'on n'avait pas forcément anticipé. Mais je pense que cette possibilité de construire avec, pas simplement pour, c'est quelque chose qui est très important dans notre travail de manière générale. D'habitude, on fait ça plus sur des projets où on fait la conception avec un public ou des futurs habitants ou un groupe bien défini pour définir des usages et potentiellement des matériaux, mais ça montre que des fois, c'est possible aussi de vraiment construire avec, mais il faut adapter le mode de construction. Vous avez fait, nous, un centre communautaire comme ça au Tibet, je ne sais plus exactement où. En Birmanie. En Birmanie, pardon, autant pour moi, que vous avez construit avec les populations locales, avec des briques en terre cuite, tout ça, où je me trompe? Oui, c'est le cas. Et on a plusieurs projets. D'ailleurs, c'est drôle parce que même, je vais donner un exemple radicalement différent, mais on travaille en ce moment pour Paris Habitat, pour le réaménagement de leurs bureaux. Donc Paris Habitat, c'est un bailleur social. C'est des gens qui généralement font, eux, de la co-conception avec leurs locataires. Donc ils font des ateliers participatifs avec les locataires pour être là, voilà comment on va adapter vos logements, mais ils font jamais ça pour eux-mêmes. Et donc en fait, nous on s'est retrouvés à faire un processus de co-conception avec toute l'équipe de maîtrise d'ouvrage de Paris Habitat pour leur futur bureau. J'ai envie de dire, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, donc en fait c'était probablement parmi les ateliers les plus compliqués qu'on a eu à faire, c'était avec justement, mais parce qu'au final, ils s'y connaissent. Et donc du coup, en fait, on ne peut pas s'en sortir avec des pirouettes. Il faut vraiment engager un processus à la fois sincère et sérieux de co-conception. Mais au final, de la même manière, en fait, on trouve que ça permet de faire jaillir des projets qui, à la fois, trouvent une adhésion d'un public. Souvent, je pense qu'en tant qu'architecte, on a aussi peur d'être dépossédé de notre œuvre, en tout cas de perdre notre capacité à être auteur d'un travail. Mais nous, ce qu'on a observé, c'est qu'à chaque fois, même si, tu vois, si on prend l'exemple du centre culturel en Birmanie, le projet final n'est pas vraiment le projet qu'on a dessiné, mais c'est pas grave. Et en fait, quelque part, c'est aussi des projets qui prennent un autre visage, une autre vie, mais qui sont aussi probablement des projets qui ont une espérance de vie et une capacité à pas tomber en déshérence beaucoup plus grande qu'un projet qui voilà, vient d'une vision dessinée, conçue, construite, qui atterrit sans qu'il y ait cette interaction-là. Et puis après, de manière générale, et c'est ça qui est génial avec les expérimentations à échelle 1 et la question des pavillons, vous l'avez vu ici avec la semaine buissonnière, et je vous le souhaite, vous continuerez de le constater dans votre vie professionnelle. C'est souvent des moments où on peut tester des choses qu'on n'a pas l'occasion de mettre en œuvre de manière générale dans d'autres projets. En fait, c'est aussi des choses qui nous servent presque de monnaie d'échange, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à le faire fonctionner
sur cette échelle-là, c'est aussi une conversation qu'on peut avoir soudain avec des maîtrises d'ouvrage et d'arriver peut-être à les convaincre aussi de la capacité soit de systèmes structurels, de parti pris esthétiques, de modes de cohabitation avec des écologies. Bref, il y a tout un tas de sujets qu'on peut utiliser comme champ, en tout cas, de négociation avec ce genre d'expérimentation. On est les 4 à réagir. C'est que vraiment, c'est une bonne question qu'on nous pose rarement, parce qu'on n'a pas souvent la posture d'apprenant, justement. On nous appelle en tant plutôt qu'expert. Il faut toujours arriver avec une réponse très convaincante, etc. Et là, l'intérêt de l'expérimentation, il est primordial. Et pour le coup, on remercie tout le monde, Cédric, Julien, qui nous ont permis de faire cette expérimentation, parce qu'elle est primordiale pour nous, pour qu'on puisse avancer dans notre expertise et dans une sorte un peu de dépassement de fonction, de pas de côté. Voilà, parce que si on fait que de l'architecture ou de l'ingénierie toute la journée, tout le temps, enfin, c'est pas que c'est lassant, mais c'est qu'on n'évolue pas forcément. Là, l'histoire de la co-construction, de la co-conception, c'est un truc qui est extrêmement enrichissant, que je vous invite vraiment à faire, parce que vous allez bientôt être dans une posture d'architecte où on attend des choses de vous. Et il faut vraiment essayer en tout cas, c'est mon conseil personnel, essayer de sortir de ça. Alors, maîtriser ce qu'on fait, évidemment, mais c'est aussi de sortir, d'aller dans d'autres directions. Comme disait Mariam, moi, je m'engage dans un cursus d'architecture, je fais un pas de côté sur le design aussi, sur le biomimétisme, etc. C'est extrêmement enrichissant. Et les expertises, les expériences s'enrichissent elles-mêmes. In fine, vous allez être au-delà des professionnels plus riches de techniques et d'expériences, mais surtout des êtres humains qui allaient être confrontés à des expériences de la vie qui vont vous enrichir en ayant ce genre d'expérimentation. En fait, il faudrait ramener l'école d'ingé pardon, désolé, mais je trouve, peut-être la prochaine fois, prochaine semaine biocénaire, je ne sais pas s'il y a une école d'ingé à Saint-Étienne, si on peut ramener des étudiants en structure, ça serait super. Parce qu'en fait, c'est aussi quelque chose qu'on constate. Vous n'allez jamais travailler seul en tant qu'architecte. Vous aurez toujours des ingés, des paysagistes, énormément d'experts dont vous avez besoin pour faire votre travail. Et en fait, on a besoin aussi de partager des convictions en termes de... Donc pas juste technique, mais aussi de faire en sorte que la technique se mette au service d'un projet et d'une vision. Et ça, c'est pour ça aussi que la collaboration avec Radis, c'était un tel plaisir, c'est qu'il c'est pas juste une question de... Mais en fait, ça, c'est ce qui est le plus facile et c'est ce qui va le mieux fonctionner. C'est aussi comment faire en sorte que la technique se mette au service justement du projet. Excuse-moi. Merci aussi donc pour ce projet et cette présentation que j'ai trouvé très stimulante et passionnante. Moi, je me posais une question. Vous avez commencé par cette question de hiérophanie, avec ces 2 versions, faire jaillir le sacré qui est déjà là et générer le sacré donc, qui ne serait pas encore là. Si j'ai cru comprendre, vous vous situez un peu entre les deux. J'ai essayé de comprendre un petit peu, quand vous prenez cet objet culturel avec le muqarnas, qui est aussi connoté religieusement, et que vous le posez ici, quel sacré est-ce que vous créez ou générez, ou quel sacré vous faites jaillir, à quoi s'adresse ce sacré finalement? Alors, en fait, les 2 notions, alors la hiérophanie, vraiment, c'est spécifiquement la façon dont elle a été théorisée, c'est vraiment pour décrire quelque chose qui relève du jaillissement de quelque chose qui existe. Et donc, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est non pas de dire nous, on est exactement là, mais plutôt de considérer ce travail des 2 points de vue. Si on se positionne du point de vue de la hiérophanie, on peut en fait considérer qu'en réalité, ce projet à cet endroit-là, la raison pour laquelle il a cette force, ne serait-ce que plastique en fait, et en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi je sais qu'il y a une émotion en fait quand je vois ce projet, quand je le vois à cet endroit-là. C'est aussi de se dire qu'en fait, c'est parce que ce lieu appelle ce projet. Et que si on l'avait fait ailleurs, ça ne serait pas vraiment la même chose. Et je pense que c'est aussi parce qu'on est dans un cirque végétal que, là encore, évidemment, un pavillon circulaire au sein d'un cirque circulaire, je
je répète un peu, ça produit quelque chose qui nous parle, en fait. En tout cas, qui évoque quelque chose, qui capture quelque chose, voilà. On rentre dans un dialogue sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas tout à fait, qui est invisible, mais qu'on sent. Et en même temps, en fait, il y a ce que raconte Durkheim, qui est que, en fait, ça, c'est pas parce que ça existe et que c'est joli que c'est sacré, mais qu'en fait, c'est plutôt la question des usages et des rituels qui se mettent en place à cet endroit-là, le fait que ça devienne un point de rendez-vous, le fait que ça devienne quelque chose qui devient un habitat, que ça devienne quelque chose qui abrite en fait plusieurs formes de vie, mais aussi plusieurs formes d'appropriation, c'est ça en réalité qui l'inscrit comme quelque chose qui a une valeur sacrée, qui le sacralise, qui le sanctuarise. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'essayer d'utiliser ces notions qui ont été posées par des philosophes pour essayer en fait de prendre du recul par rapport à nos productions et de voir qu'est-ce qu'on génère et de quelle manière est-ce qu'on peut se positionner d'ailleurs d'un côté comme de l'autre. Et on est dans une dialectique, donc en réalité, c'est jamais quelque chose de statique. C'est vraiment cette espèce de va-et-vient qui fait que la conversation est intéressante. Je ne peux pas vous annoncer que le bar est ouvert, puisqu'il n'est pas ouvert aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et merci à vous trois, merci pour tout cela. Merci, et on vous donne rendez-vous demain à midi 14h.